En devenant Miss France, finalement, j'aurais pu me marier avec un milliardaire, retrouver sur un bateau, à me siffler mes bouteilles de champagne. Ça n'a pas du tout été mon rêve. Pas du tout, mais pas du tout. Je veux dire, je me serais fait chier, quoi. Moi, ma vie, il faut qu'elle ait du panache, qu'elle ait de la consistance, quoi. Un destin inattendu. C'est le titre de sa première fiction en tant que réalisatrice. C'est surtout le chemin qui l'a conduite du Rwanda à la Saône-et-Loire avant de recevoir à Paris la couronne de la première Miss France d'origine africaine en 1999. Sonia Rolland revient sur ce parcours exemplaire et hors norme avec cette conviction enracinée en elle comme un mantra : impossible n'est pas Sonia. D'ombre et de lumière, quand les personnalités de la télé tombent le masque. Sonia Rolland, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien pour ce podcast. Et c'est un podcast un peu particulier puisqu'on va parler de votre premier film en tant que réalisatrice de fiction qui s'appelle Un destin inattendu, qui sera diffusé sur France 2 et qui raconte votre histoire et, si je puis me permettre, de façon absolument remarquable. Ah, merci. Et pour commencer par le commencement, une des premières répliques du film, c'est t'as un problème, Blanche-Neige, remonte dans ton arbre. J'imagine que ça n'est pas un hasard d'entamer le film par cette réplique. Est-ce que vous pouvez me donner le sens de cette réplique ? Parce que ça pose quand même une des thématiques essentielles de ce film. Ouais. En fait, ce qui est intéressant et ce qui se joue dans cette scène, on est sur un terrain de basket, il y a un match. Nadia, mon personnage, est de dos. Une bagarre éclate. Elle rentre dans la mêlée. Et au moment où elle sépare ses coéquipières justement de la mêlée, cette phrase sort. Là, le personnage se fige, se retourne, on découvre mon personnage, c'est Nadia, qui donne un coup de poing à celle qui lui a sorti cette phrase. En fait, il fallait absolument qu'en très peu de temps, je puisse poser le caractère du personnage, ce qui l'anime. Donc, elle a cette envie de justice, puisqu'elle elle est là pour pondérer les choses. Et en même temps, elle se laisse pas marcher dessus. Et donc, clairement, on sait la direction que va prendre ce film avec ce geste. Mais ce qui est intéressant, c'est de se découvrir ce personnage et découvrir ce qui l'anime, ce à quoi elle fait face. Et ces démons aussi, intérieurs, qui vont l'empêcher d'avancer. Et cette phrase qui est très violente, parce qu'à chaque fois qu'elle est sortie, moi je le sens dans le public, les gens font « wow ». Elle a été vécue. Je l'ai vraiment eue sur un terrain de basket et je n'ai pas eu autre réponse que celle-ci, de lui mettre un coup de poing. La violence attire la violence. La violence attire la violence, bien que, avec le temps et avec la sagesse, on a d'autres armes pour y répondre, heureusement. Mais aussi, c'est là aussi que mon destin s'est joué, parce que c'est là aussi qu'un recruteur de basket m'a vu, est venu me voir et m'a demandé si ça m'intéressait de me présenter à l'élection de Miss Bourgogne, parce que dans mon film c'est Poitou-Charentes, mais de la Bourgogne. Et là, je l'ai envoyé paître, mais mes coéquipières se sont chargées de transmettre le message à mon père, qui est devenu complètement passionné, et voilà. Donc j'ai suivi après mon père. Mais voilà, tout se joue dans cette scène-là. Voilà. Et avec cette phrase précisément, c'est mon destin qui a changé. Ce qui est fou, c'est que cette phrase aurait pu provoquer des colères telles que je serais restée figée dans mes colères. Ce qui est génial, c'est que le destin a amené autre chose. Il m'a amené une réponse bien plus importante en fait que cette phrase, et qui allait changer le cours de ma vie en fait. C'est ça. C'est pour ça que je voulais qu'on commence cet entretien par cette réplique. Mais merci de l'avoir noté. On fait des efforts, on essaye de faire les yeux et les oreilles. Le petit détail, pourquoi ce personnage ne porte pas votre nom ? Pourquoi vous avez décidé de lui donner ce personnage qui est admirablement interprété
par Esther Rolland. Voilà, ça ne s'invente pas. Et ça ne s'invente pas, là aussi, c'est un destin inattendu à tous les niveaux. Mais pourquoi est-ce que vous avez décidé de pas l'appeler Sonia Rolland ? Parce que j'avais vraiment un besoin de me détacher de mon histoire personnelle, bien que le personnage principal, Nadia, c'est mon récit de candidate à Miss France, et avec tout ce qui m'a traversé à ce moment-là, comme émotion, comme ressentiment. Mais je voulais, pour que le public s'approprie cette histoire aussi, m'en détacher et la rendre plus universelle, quoi. Donc le cheminement du personnage de Nadia est réel, tout ce qui est autour est réel, mais n'a pas été vécu dans l'année de mon année de Miss France, voilà, ou de candidate. Alors on l'évoquait il y a quelques minutes, au départ vous destiniez au basket. Oui. Alors, ce que le basket a perdu, la fiction, la réalisation l'a gagné. Mais alors, il y a un truc qui est rigolo. Et là aussi, à travers ce film, on vous découvre, au-delà de l'image, malheureusement, comme elle est très forte, qui reste un peu figée de la Miss, le diadème et compagnie. C'est que donc, au départ, vous envisagez de rentrer à l'INSEP et vous n'avez pas pu, puisque vous avez eu un problème de comportement. J'ai eu un blâme. Et ça l'a fait rire encore. Ça veut dire que moi, je trouve que ce téléfilm, il ouvre plein de fenêtres sur vous, et notamment sur vous, adolescente. Si vous deviez faire votre autoportrait à l'époque, quel type de jeune fille vous étiez, pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de voir cette fiction ? J'étais une... Vous savez, j'étais une spasmophile et nerveuse et spasmophile. C'était un terme médical à l'époque. J'étais une fille impatiente. J'avais une volonté d'en découdre avec le destin qui était le mien et qui n'était pas joyeux à l'époque, parce que quand on revenait on revenait d'un chaos, hein. On avait vécu un chaos au Rwanda et puis au Burundi. Mes parents avaient tout perdu. On se retrouve dans un milieu social qui est pas du tout le nôtre et avec lequel il faut composer tous les jours. Donc en Afrique, on vivait très bien. Mon père avait une entreprise, il était imprimeur, maman était chef d'entreprise aussi, elle faisait de l'import-export. Donc c'est plutôt famille bourgeoise africaine. Et du jour au lendemain, on bascule dans une vie sociale plutôt défavorisée, avec des paramètres à gérer complètement nouveaux. Alors entre le fait de manquer de tout, ne serait-ce que de fréquenter les restos du cœur, c'était quelque chose qui était complètement inenvisageable dans l'esprit de mes parents à l'époque, mais bien réel. Et puis une maman qui comme on est arrivé seul avec ma mère dans un premier temps, parce que mon père essayait de rattraper son entreprise, d'essayer de sauver tout ce qu'il pouvait sauver. Il est arrivé 1 an après. Ma mère, pendant ce temps-là, il fallait qu'elle trouve du travail. Donc, malgré ses diplômes, malgré son expérience de vie professionnelle, elle n'a pas trouvé mieux que chef de rayon dans un supermarché. Et pour ça, il fallait qu'en plus, elle reprenne des études à 48 ans. Je veux dire, il en faut du courage et beaucoup de résilience. Donc, ouais, c'est compliqué en fait tout ce que j'ai vécu à ce moment-là, mais c'est aussi ce qui m'a donné envie de me raconter un peu dans ce film, de dire voilà, je pense que je suis née médiatiquement un soir de décembre 99 avec cette image magnifique, somme toute magnifique, mais peu réelle en fait de moi, de Miss France. Comment je peux me raconter intelligemment tout en parlant aussi d'une époque qui me semble un peu nostalgique, la fin des années 90, où tout semblait un peu possible pour nous tous et on sentait la diversité arriver en France dans les médias. Il y avait quelque chose qui résultait aussi de cette victoire des Bleus de 98, Black Blamber. On scandait ça comme une fierté. Il y avait quelque chose qui était formidable, quoi, et auquel moi, c'est évidemment, je pense que j'ai contribué à ça avec mon année de Miss France, mais j'ai bénéficié sur tout ça et j'ai surfé cette vague-là pendant un temps. Ouais, moi je
je pense que j'ai été animée de ça. Alors, je m'éloigne peut-être un peu de la question. Pas du tout, non, mais parce que l'état d'esprit, c'est pas quelque chose forcément de simple, c'est quelque chose qui, avec plein d'éléments et de. Oui, il y a beaucoup de paramètres. Il y a beaucoup de paramètres. Il y a beaucoup de paramètres, et puis de toute façon, ça construit quelqu'un. C'est vrai que les gens se sont étonnés de voir le film. Et en fait, ils ont été étonnés par le propos, je pense, de me voir découvrir, de me découvrir dans un personnage aussi révolté, aussi oui, aussi révolté, mais en même temps, je sortais de l'adolescence. Je rappelle aussi que quand je deviens Miss France, j'ai 18 ans. Ouais. On sort tout droit de l'adolescence. On est même pas encore adulte, en fait. Et moi, j'étais animée par plein de choses. Je venais d'une cité, j'aimais la musique urbaine. Mes copains s'appelaient Toufik, Tonio, on tenait les murs ensemble. Quand on est une femme, une jeune femme dans une cité, on a deux choix. Soit on assume réellement sa féminité et on se fait traiter de pute toute la journée, soit on accepte, soit on développe sa part de masculinité tout en gardant ce petit noyau un peu précieux de féminité pour plus tard. Mais c'était un peu le cas à l'époque. Et donc forcément, ça crée un personnage un peu bagarreur, un peu. Et donc, quand on disait spasmophile nerveuse, en fait, c'est que vraiment, je faisais des crises d'angoisse à l'époque parce que je me sentais enfermée dans un carcan qui n'était pas le mien, quoi. J'avais l'impression d'être dans un étau, quoi. Je me disais, c'est trop petit pour moi, tout ça. Je voulais rêver grand. Et je me disais, mais rien ici ne va me permettre de rêver grand. La seule chose qui m'a permis de rêver grand, c'est cette opportunité à un moment qui s'est présentée et qui était éloignée de mes objectifs, soit de basketteuse, soit de comédienne, mais qui me donnait l'impression que à un moment ou à un autre, je pourrais mettre le pied dans la porte. Ouais, c'est ça. Je veux dire, voilà, même si je deviens pas Miss France, j'ai au moins la clé pour pouvoir accéder à un monde qui me paraît totalement inaccessible et qui l'était vraiment à l'époque. Alors, c'est marrant parce que vous soulignez justement un des paradoxes qui fait la richesse et de ce film et de ce que sont les êtres humains. C'est-à-dire que vous parlez d'étau, la manière dont vous viviez à l'époque. Or, ce qui moi m'a fait sourire, c'est comment une jeune femme donc à qui les portes de l'INSEP se ferment pour des problèmes de comportement rentre dans le moule du règlement de Miss France, qui est pas complètement libertaire, et voilà. Mais peut-être que vous avez déjà Je pense que c'est parce qu'elle a merdé, en fait. Elle a clairement merdé, et que son entourage le lui rappelle. C'est ça. Son meilleur pote. D'ailleurs, ce meilleur pote n'a jamais vraiment existé. C'est un personnage fictif, mais qui est important pour rappeler ce que sont les gens qu'on laisse derrière soi. Les copains, le meilleur ami un peu ambigu, qui est un peu l'amoureux qu'on n'a jamais vraiment, à qui on n'a jamais déclaré sa flamme. Enfin, voilà. Et ce personnage réunissait tout ça. Et je me disais, c'est intéressant que toutes ces personnes qui restent un peu des sentinelles, qui sont un peu les sentinelles de Nadia, de la vie de Nadia, lui rappellent, lui disent, tu loupes une chance de... Tu t'as déjà foiré ton INSEP, qu'est-ce que tu vas devenir, en fait? Parce que tu te plains. Mais tu peux aussi rester dans ton état léthargique à regarder le monde passer devant toi. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours animée. Moi, je ne supporte pas. En fait, il y a quelque chose vraiment qui m'angoisse chez les gens. Et ça appartient aux gens de ne pas vouloir se dépasser pour réussir leurs objectifs. Quelle que soit leur vie, leurs objectifs, ils peuvent être petits, grands, peu importe. Mais en tout cas, essayer de se dépasser, la notion de dépassement. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours animée, malgré tout. À cette époque-là, j'étais un peu dans j'étais un peu désabusée, parce que j'avais l'impression que c'était tout s'acharne. Enfin, ouais, tout paraissait injuste, en fait. C'est ça. Ma mère avait tout perdu. C'est ça. Ouais, ma mère avait tout perdu. Elle était noire, donc elle avait même pas le droit d'accéder à des postes important, en tout cas à la hauteur des études qu'elle avait faites. Mon père, qui était chef d'entreprise pendant je sais pas combien d'années, se retrouve ouvrier manutentionnaire avec des jeunes de 20 ans. C'était tellement violent à vivre, et je me disais mais c'est pas juste, quoi, ça c'est pas ma vie, je veux pas de ça. Et en même temps, je n'avais pas les codes, les solutions pour m'amener autre chose, en fait. C'est ça qui me manquait. Donc en fait, la vague qui s'est présentée pour atteindre cet objectif de quitter ce monde qui semblait fermé, c'était Miss France, et ça valait tous les sacrifices, en tout cas toutes les remises en question et
et ça valait d'emprunter cette route-là, Ouais. quel que soit le nouveau code de la route, si je puis dire. Évidemment, mais ma chance, bien que j'ai grandi dans ce monde ouvrier et que j'adore, hein, franchement, humainement, c'est bien plus intéressant que ce que j'ai vécu après. Mais bien que j'ai vécu dans ce monde-là, j'ai eu la chance d'avoir aussi une éducation. Mes parents, malgré tout, étaient des gens ambitieux pour moi. Mais ils avaient peur que je me fasse avaler par le vortex de la paresse intellectuelle aussi. Maman, elle était mais apeurée de ça. Et pour elle, du coup, Miss France, pour elle, c'est un peu trop. Il y a trop de paramètres qu'elle ne comprenait pas et elle se disait c'est pas possible. Elle est métisse, elle représente une région très chauvine, qu'on se le dise. Et puis on n'a jamais vu de Miss d'origine africaine. Donc oui, c'est un peu bizarre d'avoir le dessin de la première en fait. Exactement. Ouais. D'ailleurs, il y a une phrase qui revient souvent dans le personnage de votre mère qui est merveilleusement interprétée, d'ailleurs. Par Mata Gabin. Voilà, exactement. Juste, et votre père, par Thierry Godard. Ouais. Là aussi, vous parlez de chance. Vos deux parents semblent à la fois très unis et très différents dans leur réaction par rapport à ce qui vous arrive. Et à un moment, il y a une scène assez merveilleuse entre vous et votre maman qui vous demande de ne pas oublier les valeurs de travail et de respect et de Agachiro. Au Rwanda, ça veut dire agachiro, c'est la dignité. Voilà, de dignité. Donc, bon. Et en face, il y a votre père qui, lui, peut-être... Enfin, pour le coup, moi, je me suis fait mon petit film, vous inculque... la notion du risque. La notion du risque et l'autorisation de rêver. Parce qu'il y a une phrase qui est souvent dans le film, c'est, de la part de votre mère, c'est pas ta place. Mais vu ce que vous venez de nous raconter, effectivement, des gens comme ça qui sont déplacés. Et puisqu'on parle de chance, j'ai le sentiment que ces deux personnes, en fait, vous ont armé, l'une pour l'autorisation de rêver et l'autre pour la structure et la vigilance. Et c'est exactement ça. Il y a une scène, en fait, et je pense que c'est celle dont vous parlez, c'est cette scène dans la cuisine où la mère essaye de raisonner le père, lui dire elle peut pas y aller, c'est pas possible, enfin c'est pas pour les gens comme nous. Et le père lui dit écoute, t'as peur. Moi je veux pas que ma fille se traîne cette peur toute sa vie. Voilà, on n'est pas assigné à cette peur. En revanche, ce qui est génial, c'est que moi, je suis la vraie combinaison de deux personnages complètement différents. Mon père savait prendre des risques. Ma mère, elle était la personne raisonnable. Donc, il y avait vraiment quelque chose de très structuré à la maison, mais avec cette prise de risque et d'aventure que mon père m'avait inculquée. Donc, je suis vraiment la combinaison parfaite du risque et de la raison. Ça, c'est vraiment une force pour moi. C'est une force, de toute façon, je vais vous dire, avec tout ce que j'ai vécu et les 1000 vies que j'ai vécues, du Rwanda où je suis née, au Burundi où j'ai grandi durant mon adolescence, où j'ai connu le chaos aussi, de l'arrivée chaotique en France aussi, d'avoir vu plusieurs échecs, plusieurs injustices, mais avec des personnages hyper résilients qui ont quand même su tenir malgré tout. De toute façon, ça va forger un caractère très, très dur, très exigeant, mais aussi avec cette part de rêve et de risque auquel moi je m'accroche énormément, parce que c'est important de prendre des risques. De toute façon, ça fait vibrer. Je pourrais pas vivre une vie linéaire. J'aurais pu, en devenant Miss France, finalement, j'aurais pu me marier avec un milliardaire, retrouver sur un bateau, me siffler mes bouteilles de champagne. Ça n'a pas du tout été mon rêve, pas du tout, mais pas du tout. Je veux dire, je me serais fait chier, quoi. Moi, ma vie, il faut qu'elle ait du panache, qu'elle ait de la consistance, quoi. Et autant que tout ce que j'ai vécu. D'ailleurs, quand on a vécu autant de drames dans sa vie, il faut pouvoir avoir l'équivalent, et en fait, on s'offre l'équivalent en bonheur. Donc, cette prise de risque, elle est nécessaire pour atteindre, parce que le niveau de douleur est tel que le niveau de bonheur doit atteindre la même chose. C'est pas facile. Il faut s'en donner les moyens, donc il faut s'autoriser à rêver, et il faut prendre des risques. Oui, mais pour ça, il faut savoir se remettre en question. Parce que
La chance que j'ai, c'est d'avoir vécu tous les mondes, à la fois bourgeois en Afrique avec certains codes, à la fois prolétaire en France avec certains codes aussi. Et alors dans d'autres sphères, des sphères complètement inatteignables pour certains, et je les ai vus, je les ai vécus. Tout ça fait que j'ai acquis avec le temps énormément de codes. Je suis et je me considère vraiment comme un caméléon. J'ai aucun problème à naviguer dans les mondes. Je ne suis pas impressionnée par les gens de ces mondes-là. Ce qui m'impressionne, moi, c'est les gens qui se dépassent. Quel que soit le monde dans lequel il est, la personne qui sait se dépasser va m'impressionner. En revanche, celle qui est dans un état léthargique me donnera envie soit de la pousser à le faire, mais si elle veut pas, bah tant pis pour elle. C'est malheureusement comme ça, on peut pas te sauver le monde, mais voilà, moi j'ai été animée par ça et voilà. Et juste, je pensais à un truc là, spontanément. Vous avez avisé le comité Miss France et compagnie de ce film, ouais, que vous les Bien avez évidemment. impliqués. Alors deux choses. Et Madame de Fontenay, puisqu'elle n'était pas dans la société Miss France, et aussi la société Miss France, parce qu'il était évident que, ne serait-ce que pour utiliser le mot Miss France, il me fallait l'accord de la société, ce qui a été le cas. À l'époque, c'était Sylvie Tellier. Ensuite, Alexia Laroche-Joubert a adhéré au projet aussi. Elles m'ont vraiment très généreusement soutenue dans ce projet. Et puis, Geneviève, alors c'était formidable aussi, parce que je lui ai sincèrement dit que je n'allais pas j'allais pas développer de personnage d'elle, parce que à l'époque, en tant que candidate, on n'avait pas accès à elle. Donc j'ai développé le personnage du bras droit de Madame de Fontenay, qui s'appelait Geneviève Leblanc et qui est devenue dans mon film Françoise Leblanc, qui est jouée par Clémentine Célarié, qui est exceptionnelle. Exceptionnelle dans ce rôle. C'était la dame clochette, parce qu'elle avait toujours une clochette à la main pour appeler toutes les miss. Donc on débarquait comme ça. On avait peur d'elle. Bah, c'était le pendant de Madame de Fontenay à l'époque, mais en blonde. Et avec une gouaille certaine. Et en fait, Geneviève m'a dit ah ben je vous prêterai mon chapeau. J'ai dit c'est trop mignon, mais alors déjà j'ai pas eu son chapeau parce que malheureusement au moment où j'ai tourné mon film, c'était la période où elle commençait à vraiment s'enfermer, à être malade, elle ne voulait plus, elle voulait pas qu'on la voie dans cet état. Et puis après, quand le film a été fait, je suis partie pendant 4 mois en tournage. Et comme chaque année, après mon tournage en Martinique sur Tropique Criminel, normalement, je venais la voir, on allait déjeuner ensemble, je lui ai amené sa petite tartelette aux fraises et on avait nos discussions interminables. Je passais un après-midi entier avec elle. Et malheureusement, c'est la période où elle était vraiment pas bien. Et puis, elle est partie. Donc, elle nous a quittés avant d'avoir vu le film. Moi, je le regrette. Bien que je pense que son ego n'aurait pas aimé qu'on ne développe pas son personnage, mais en même temps, ce que je lui avais dit d'ailleurs à l'époque, je dis mais Geneviève, vous méritez vraiment un sujet sur vous en fait. Clairement, c'est moi je préfère que vous soyez un mirage dans mon film parce que c'était le cas, on n'avait pas accès à vous. Et pourquoi pour des raisons de transparence, elle ne voulait vraiment pas que les filles se disent je suis favorite ou non, elle voulait vraiment être ultra impartiale, totalement impartiale. En tout cas, elle est présente et elle arrive effectivement avec le personnage de Clémentine et forcément, elle est là même si on la voit pas. Bien sûr, elle est incarnée de toute façon par l'autorité de Geneviève Leblanc. Il y a aussi un truc, alors il y a 2 choses qui m'ont marqué, le mot est faible dans ce film. La première, c'est que justement, quand on est une jeune femme qui a une espèce de rage d'exister et d'ouvrir le champ des possibles, comment on vit d'être dépossédé de son prénom et d'être appelé par son département. C'est-à-dire que c'est « Tiens, Poitou-Charentes, mets-toi devant la caméra, Languedoc-Roussillon et tout ». Comment vous avez vécu ça ? Parce que j'ai oublié de préciser, dans ce film, on va le développer tout à l'heure, il y a 2 éléments fondamentaux. C'est l'amour, dans tous les sens, qui vous entoure, qui vous enveloppe, et l'humour. Oui. Parce que... moi, j'adore ça. Voilà. Et je me dis, mais attends, comment elle a fait, quand même, elle qui, justement, qui veut, machin, attention, le respect et tout, et là, elle est même dépossédée de son prénom. Vous l'avez vécu, comme on le voit dans le film, avec le petit pas de côté, ou qu'est-ce qui vous a permis de vivre ça ? En fait, je me rends compte que je rentre dans un monde... et qu'il faut accepter les codes de ce monde, mais que ça va de toute façon rester un temps. Je me dis, bon, allez, tu joues le jeu, quoi. De toute façon, j'avais pas vraiment le choix. J'avais suffisamment merdé dans ma vie pour me dire, bon, ça va, ton caractère, tu le mets de côté, et puis t'acceptes un petit peu de jouer le jeu. Le truc, c'est que de toute façon,
je pense que psychologiquement, même intellectuellement, quand on a 48 candidates, il est compliqué de savoir tous les prénoms et les noms. Alors, il se facilitait la tâche. Il y avait une écharpe à lire. C'était plus facile de Midi-Pyrénées, même si au bout d'un moment, on connaît les prénoms des gens. Au moins, on savait. C'est un petit peu comme le petit pins avec le nom des serveurs dans tous les conférences, ou les métiers de service, quoi. Et donc non, je pense, c'est pour faciliter la tâche de tout le monde, qui avait cette écharpe de Midi-Py ou de Nord-Pas-de-Calais ou peu importe. Moi, en tout cas, c'était Bourgogne à l'époque, Poitou-Charentes pour mon héroïne. Mais c'est sûr qu'on est dépossédé un peu de soi, mais en même temps, ça vous donne un avant-goût de ce que pourrait être Miss France. Moi, Miss France, je le dis toujours, c'est un des plus grands rôles de composition que j'ai eu à interpréter. Mais oui, parce que d'ailleurs, qu'est-ce qui est beau dans l'interprétation d'un rôle de composition, c'est que vous composez un personnage, mais vous y laissez un minimum d'honnêteté. Moi, c'est exactement ça. J'ai toujours été animée par une honnêteté quand j'allais voir le public, quand j'allais à la rencontre du public. Mais en même temps, il fallait que je joue le jeu parce que tous les jours, j'étais pas fraîche. Tous les jours, j'étais pas au top dans ma tête. Tous les jours, j'étais pas en forme. Mais on se retrouve à devoir faire l'exercice d'un homme politique, mais sans avoir les codes ni les paramètres. Il faut les construire au jour le jour. Non, il faut avoir de la clairvoyance. C'est pas si évident quand on a que 18 ans. On dirait qu'à 18 ans, vous avez les réactions émotionnelles d'une jeune femme de 18 ans, mais vous avez aussi une certaine sagesse, j'imagine, qui est née des épreuves que vous avez traversées et qui sont assez exceptionnelles par rapport à l'âge que vous avez. Je pense que c'est aussi cette nourriture-là qui fait que vous êtes dans ces deux positions, en fait. C'est-à-dire qu'en fait... ce qui est intéressant à travers ce film, on raconte aussi la double culture. Et puis même les paradoxes d'une vie avec une double culture. Mes parents étaient vraiment, sur le plan éducatif, assez cohérents, mais en même temps, culturellement, totalement opposés, quoi. Parce que ma mère, elle était au Rwanda, l'un des... Je dirais comment... C'est la fierté rwandaise, c'est de parler de ce qui anime le Rwanda, c'est la dignité. Voilà, c'est vraiment... ça a été le mot d'ordre depuis qu'il fallait reconstruire ce pays. Il faut reconstruire le pays avec dignité. On est pauvre, mais on est digne. On a tout perdu, mais on restera digne. Vous voulez nous écraser, mais on restera digne. C'est ce qui finalement nous maintient tous dans nos vies, quelle que soit la dureté de la vie, quelles que soient les épreuves qu'on va vivre. Quand on a de la dignité, on s'en sort. C'est évident. Maintenant, ça fait partie vraiment de ma culture rwandaise, ça, et je ne peux pas y échapper. C'est-à-dire que ma mère me rappelle à l'ordre à chaque fois. Quand j'étais Miss France et que je faisais des plateaux télé, que je gigotais, que je partais dans tous les sens, elle me disait arrête de gigoter sur ta table, sur ta chaise. Sois droite. Les gens ont besoin de t'entendre, Sonia. En fait, on se rend pas compte, mais à 18 ans, surtout avec le fait d'être la première Miss d'origine africaine, il y a eu énormément de gens qui ont reposé des espoirs sur moi, tous leurs espoirs, de réussite, de mise en lumière, de cette injustice aussi auquel ils étaient assignés. Et donc, à seulement 18 ans, je me voyais, moi, portée d'une mission de porte-voix, d'afro-optimisme aussi. Vous savez, ce terme qui veut dire que l'Afrique est belle malgré toute la misère que vous voulez exposer. Les gens sont dignes, ils avancent comme ils peuvent. Voilà. Et du coup, je suis devenue ce porte-voix, mais malgré moi, quoi, à 18 ans. Et tu l'as assumé tout de suite ? Oui. Je l'ai assumé tout de suite et ça vous enlève une part de légèreté à seulement 18 ans. Vous sortez de l'adolescence, vous avez envie de kiffer avec vos copains. Moi, franchement, sortie de Miss France, l'année suivante, j'avais qu'une envie, c'était de faire la teuf, dépenser mon fric. Non, mais dépenser mon argent, quoi, faire la teuf comme toutes les jeunes. Vivre avec un V majuscule, en fait, c'est ça l'idée. Bien que la réalité... qui est maintenant comprise grâce à ce film, c'est que mes parents, qui continuaient à vivre leur monde social et la dureté de leur monde social,
je devais penser à eux. C'est-à-dire que, en fait, moi, ma vie en tant que Miss France changeait, littéralement. J'ai accédé à un monde... donc il y a beaucoup de fantasmes aussi qui naissaient dans mon entourage. Ah, putain, elle gagne beaucoup d'argent, machin. On a l'impression qu'on a gagné au loto, alors que pas du tout. Enfin, on gagne en notoriété, on gagne beaucoup d'argent, peut-être plus que les parents, c'est évident. Mais il faut pouvoir que ça dure, tout ça. Ça, c'était le vrai challenge. En fait, c'est un capital qu'on vous donne et ensuite à vous d'en faire quelque chose, quoi. Exactement. Il y a aussi et sincèrement, je suis tombée de l'armoire. Ouais. Il y a une séquence extrêmement choquante. Au cours de laquelle, donc, votre mère, j'imagine qu'on vous en parle, mais... Bah, évidemment. Donc, un jour, ouvre sa boîte aux lettres et découvre une enveloppe pleine d'excréments. J'imagine que c'est une anecdote véridique. C'est une anecdote véridique et qui s'est répétée. Pas qu'une seule fois, en fait. Là, dans la temporalité qui est celle du film... je l'ai un peu... Enfin, je l'ai mise là où je pouvais, dans le film, mais... Dès lors que je suis devenue Miss Bourgogne, ça a été un peu l'enfer pour eux. Et en fait, ça donnait raison finalement à la peur de ma mère à l'époque. Et quand je comprends tout ce qu'ils sont en train de subir, je me dis que j'ai pas le choix de gagner en fait. C'est pour ça aussi que mon personnage est animé par ça. Il y a cette chose qui détruit finalement le couple. C'est le choix du père de la pousser vers ça et donc de perdre aussi son boulot, ce qui a été vrai, parce qu'il y a beaucoup de jalousie qui naît, il y a beaucoup d'inimitié, il y a plein de choses qui résultent de ça, de l'hostilité, voilà, du jugement, et donc ça détruit forcément le couple à un moment. Mais ils sont restés solides, hein, vraiment. Ils sont restés solides. Vu toutes les épreuves qu'ils ont vécues, mais maman, oui, effectivement, a reçu des enveloppes de merde. Moi, j'en ai reçu aussi, dans des lettres aussi. Mais je me dis, comme j'adore tourner tout en dérision, je me dis, mais il faut être un sacré psychopathe pour envoyer ça. D'ailleurs, Myriam le dit après. Vous voyez, il y a cette scène qui arrive, qui est dramatique, et je sais qu'elle était nécessaire pour que les gens prennent la mesure du truc. Et en même temps, il y a Myriam qui arrive et a dit « Je vais faire un test ADN » et c'était la vérité. Parce que quand on vit des choses atroces, la seule solution pour s'en sortir, c'est de tourner les choses en dérision. Sinon, on sombre. On sombre. Mais en même temps, Sonia, tourner les choses en dérision, enfin, rire de quelque chose, ça veut dire arriver à le maîtriser, finalement, pour le transformer en quelque chose de drôle. Et ça veut dire ne pas être ravagé par l'émotion éventuellement qu'on se prend dans la tête à ce moment-là. Donc tout le monde n'est pas forcément équipé pour ça. Bien sûr, c'est ce que je dis. C'est ce que je disais en parlant de l'éducation de mes parents. Voilà. Moi, j'ai de la chance parce que j'ai eu la chance d'avoir une éducation forte, bien construite. Mais c'est pas le cas de tous les gamins issus des banlieues, issus des cités, issus des mondes les moins privilégiés. C'est aussi pour ça que moi, ce film, il est important pour deux raisons. Non seulement il s'adresse au monde populaire pour dire il faut qu'on rêve, il faut tendre vers ses rêves, il faut tendre vers ses ambitions, laissez vos enfants rêver, poussez-les ou soutenez-les dans leurs ambitions. Mais il y a aussi que ça s'adresse au monde le plus privilégié en disant poser le regard juste aussi sur ces sociétés qui sont la majorité, cette majorité silencieuse qu'on veut que très peu entendre et qui pourtant est la force de la France. La France, en fait, qu'on le veuille ou non, est une France multiple, multicolore, qui est aussi qui repose aussi sur l'artisanat et le monde ouvrier. Et je ne sais pas ce qui a fait, peut-être à l'arrivée d'Internet, du digital, de l'exposition de la réussite en costume et en cravate. Enfin, pour moi, la vraie réussite, c'est celle qui passe par l'accomplissement de soi. C'est ça. Un ouvrier accomplit une tâche tous les jours et nourrit sa famille. C'est ça la réussite pour moi. Maintenant, le problème, c'est qu'on a mis les feux sur justement la non-réussite de ce pays. Tout ce qui obscurcit, qui altère notre regard sur ce qui est beau et ce qui fait notre richesse, en fait. C'est terrible. Et ça aussi, donc j'en parlais tout à l'heure, vraiment une des lumières de ce film, et j'emploie le mot à dessein, donc c'est la révélation, la mise en valeur
de l'humour et de l'amour qui vous a accompagné toute cette aventure. Ces personnages de voisines et tout ça, c'est pareil, c'est pas de la fiction, quoi. C'était vraiment ça. Et là, la cité, c'est aussi ça. Et je trouve ça formidable qu'on ait aussi cet éclairage là-dessus. C'est comme ça, en tout cas, que vous l'avez vécu. Je l'ai vécu. C'est pas bisounours, quoi. C'est pas du tout bisounours. Et d'ailleurs, c'est fou parce que je me rends compte aussi que on est devenu vraiment une société désabusée. Désabusée. Et qui a eu à vivre peut-être beaucoup d'illusions et qui n'y croit plus, en fait. Moi, mon film, évidemment, j'amène un propos avec beaucoup de bienveillance parce que c'est ce que j'ai vécu aussi. J'ai eu beaucoup de bienveillance. J'ai été entourée de bienveillance malgré tout ce que j'ai vécu. Mais c'est pas un film angélique. C'est pas un film manichéen. Il est là aussi pour poser, en fait, pour replacer le curseur au bon endroit. Moi, je pense sincèrement qu'on manque de plus en plus de tendresse, quoi. De tendresse. Il faut qu'on soit tendre à l'égard d'un monde qui souffre. Il faut qu'on soit tendre. Il faut qu'on ait de l'empathie, voilà. Moi, vraiment, je pense que quand j'ai fait ce film, j'ai essayé de parler de sujets qui m'est vraiment difficile, l'anorexie dans le monde des Miss, les pressions des régions, ce qui, du coup, met une vraie pression à la candidate et qui va devenir exécrable ou même... Je suis profondément persuadée, alors peut-être que j'ai un optimisme excessif, mais je suis profondément persuadée que l'humain ne naît pas mauvais. Il le devient par son éducation, par son environnement social, culturel ou religieux, peu importe, mais il y a tellement de pression dans nos sociétés que c'est évident qu'aujourd'hui, il y a cet effet balancier qui fait que tout va trop loin, on entend tout, et on commande tout. D'ailleurs, il y a vraiment un métier qui est né, qui est le toutologue, qui est capable de tout commenter. C'est vrai, non? On n'a aucune humilité, putain, face à ce qui se passe dans notre société. Moi, des fois, je me dis, mais comment on peut commenter ça? Il y a pas de commentaire à faire, quoi. Ou alors, à l'inverse, putain, mais pourquoi personne ne bouge? Là, il y a quand même une injustice évidente. Il faut quand même qu'on en parle. C'est hallucinant. Mais on a perdu le sens des repères. On a perdu peut-être le sens des repères, mais tout le monde n'est pas forcément équipé pour pouvoir justement les retrouver, ces repères. Ouais, mais c'est souvent ceux qui s'expriment. On est bien d'accord. Tout à l'heure, on parlait de valeurs, donc celles qui vous ont été transmises par votre père et ensuite transmises par votre mère. Vous, en tant que mère également, comment est-ce que vous avez fait une sorte de synthèse pour transmettre aussi à vos filles ce que vous avez reçu? En fait, déjà, j'ai appris beaucoup sur moi, ce qui m'a permis de mettre de l'ordre dans mes idées, de comprendre aussi mes défaillances, de faire la paix aussi avec mes démons, parce que... C'était quoi vos démons? C'était la colère? C'était la colère, parce que sentiment d'injustice, mais cette envie aussi de ne pas être assignée à quelque chose. Quand je deviens Miss France, je me rends compte quand même que cette image est super forte, qu'elle va me poursuivre pendant très très longtemps, mais que c'est pas moi, quoi. Donc, évidemment, quand je fais mes films, qu'ils soient le documentaire sur le Rwanda, que ce soit le documentaire même sur l'homosexualité, du rejet au refuge, ce film, je l'ai fait parce que je m'interrogeais en tant que maman, si ma fille m'annonçait qu'elle était lesbienne, comment je réagirais? Parce que je comprenais pas que des parents puissent rejeter leurs enfants parce qu'ils étaient homosexuels. Donc, j'essayais de comprendre, comme une citoyenne qui va comprendre les choses. Et à chaque film que je vais faire, évidemment, je me raconte un peu, je mets un peu de moi, mais il y a au moins un fil rouge, c'est que je parle toujours de résilience. Ouais. Moi, c'est quelque chose qui me fascine, la résilience. Et c'est ça la valeur essentielle que vous voulez transmettre à vos filles? Oui, la résilience. Parce que malgré tout, elles arrivent dans un monde très privilégié. J'ai tout fait, en tout cas, pour leur offrir suffisamment de confort pour qu'elles puissent développer leurs capacités. Il y en a une... La plus petite, Kaina, elle est très artiste, elle a besoin de dessiner. Quel âge a-t-elle? Bordel dans sa tête. Quel âge elle a? Elle a 12 ans. C'est une artiste, elle dessine, elle a dessin, sculpture. J'ai trouvé une école géniale qui leur permet de faire cours jusqu'à 13h30 et après, elles ont leurs activités à suivre. C'est formidable. J'aurais rêvé à voir ça quand j'étais petite. J'adorerais que l'éducation nationale se penche un peu plus sur ça, sur le fait de développer chez chacun le potentiel de leurs capacités, qu'elles soient intellectuelles ou sportives, peu importe. On va pas faire que des cadres. Faut qu'on arrête. Faut qu'on arrête de croire que nos gamins, on peut les laisser 8 heures d'affilée ou 6 heures d'affilée derrière un bureau. Ça n'existe pas. Surtout pas à l'heure d'Internet où la concentration, c'est amoindri, quoi.
Moi, j'étais une enfant hyperactive. J'étais une enfant hyperactive. Ma mère a trouvé son salut dans le basket. Elle m'a dit, le sport collectif, c'est mon salut et ce sera le salut de Sonia. Parce qu'elle va partager. Elle va partager les échecs et les victoires. Et ben moi, mon métier aujourd'hui, c'est ça. Je veux travailler collectivement. Quand je fais des films, je parle de résilience et je sais pertinemment que si les gens comprennent ce mot, s'ils appliquent l'idée dans leur vie qu'il faut se remettre en question, qu'il faut faire un step back à un moment quand toute la foule est en train de s'énerver, juste analyser la situation, se dire, apporter un tout petit peu de sagesse, un petit peu de recul sur l'analyse qu'on doit se faire des choses, le monde ira beaucoup mieux. Alors, en vous écoutant, chère Sonia, ce qui saute aux oreilles et au cœur, c'est que vous avez un discours politique, mais au sens littéral du mot. Une carrière en politique, ça vous tente pas ? Pas du tout. Alors là, franchement, je pense qu'il faut... Non, moi, je pense que mon arme politique... Vous avez déjà été sollicitée ? Ah oui, voilà. Très souvent. Je viens d'une famille très politisée. Alors, maman était une femme de gauche, alors, ultra passionnée par des idées solidaires, sociales, fédératrices. Papa était totalement anarchique. Le rêve, c'est difficilement circonscrit. Donc bien sûr. Mais la chance que j'ai eue aussi, c'est d'accéder à un monde aussi très réactionnaire, très tranché sur la question du partage, très individualiste. Et je me suis dit, mais en fait, il faut rentrer dans la matrice pour la faire exploser. Je veux dire, c'est pour ça que j'ai pris autant de temps pour faire ce film. C'est pour ça que j'ai pris autant de temps. 6 ans. 6 ans pour monter ce film. Et je pense que maintenant, j'ai ma carte à jouer en tant que personnalité publique parce que j'ai eu suffisamment de temps pour observer ce qui se passait. Vous êtes légitime. Je me sens légitime. Bien que pendant longtemps, j'ai traîné ce sentiment d'illégitimité, mais en même temps, tout est fait dans notre monde pour nous mettre des bâtons dans les roues, pour nous empêcher d'atteindre les objectifs. On pense petit, hein. On pense petit, mais vous rêvez grand. Moi, je rêve grand. Et je sais pas pourquoi... c'est peut-être notre culture judéo-chrétienne qui nous empêche aussi d'être fiers de ce qu'on est. Mais moi, je suis fière de ce que je suis et de tout ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant. J'ai encore tellement de choses à apprendre, mais tellement de choses aussi à transmettre. J'aimerais être un relais aussi. Les moyens d'expression que vous utilisez, et notamment un téléfilm, et a fortiori sur le service public, c'est un des moyens les plus efficaces. Oui, si je puis mais dire. Il faut être tenace. Hein. Il faut être tenace. La vie vous a rendu tenace. Mais c'est pour ça qu'on parle de politique. Mais je pense qu'il y a d'autres armes. Moi, j'ai grandi dans une famille justement très, malgré tout, très engagée politiquement, très engagée, très convaincue par les choses, très militante. Maman était très militante. Et en fait. Les exemples qu'il me tendait, que ce soit des Coluche, des gens comme ça qui réussissaient finalement leur carrière d'artiste, mais en même temps en étant des personnages engagés, des citoyens à part entière, qui avaient aussi vécu le monde social le plus difficile, tout en acceptant de réussir, même financièrement, économiquement, leur vie, mais sans oublier d'où ils venaient. C'est ça qui est formidable, c'est de pouvoir avoir ce ressort-là. Et moi, parfois, je vois dans ce pays, en fait, ce qui manque, c'est un dialogue entre les mondes. Il y a trop de murs. Et dès lors qu'on a passé ce mur-là et qu'on a vu ce qui se passait de l'autre côté, je dis, mais en fait, il y a une incompréhension aussi de l'autre côté, en fait. Donc les gens ne se comprennent pas. Faut faire passer, vous faites passer, en fait. Faire passer les idées, faire passer aussi... et puis être tenace. Moi, je sais aussi dire aux miens, du monde social dans lequel j'ai grandi, vous vous trompez. Vous vous trompez, ça comporte des risques de le faire. Alors, pour conclure, parce que cet entretien a été extrêmement dense, est-ce qu'il y a une phrase dans la vie, Sonia, qui vous suit ? Il y en a plusieurs. Déjà, n'insulte pas ton destin. Et une qui est très intéressante, venue de ma mère. Quand tu montes l'escalier, dis bonjour, parce que le jour où tu redescends, c'est les mêmes personnes que tu croises.
Alors, je crois que comme mot de la fin, il n'y a pas mieux. Merci infiniment, vraiment, pour cette rencontre. Et un sublime destin à ce film, vraiment, que je recommande à tout le monde. Un destin inattendu, par Sonia Rolland. Merci beaucoup, Sonia. Merci beaucoup. C'était Isabelle d'Ombre. J'espère que cette rencontre vous a plu. Si vous en voulez plus, retrouvez tous nos entretiens sur téléloisirs.fr et sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.